Au début de la Première Guerre mondiale, la médecine n'était pas très expérimentée. Dans les hôpitaux, comme l'Hôtel Dieu d'Amiens, les soins, la chirurgie restent rudimentaires. Il est commun de dire que la Première Guerre mondiale a précipité les progrès de la médecine. Au début de la guerre, l'aspect médical avait été négligé. La guerre devait être courte, mais la Première Guerre mondiale est une guerre longue et moderne. L'utilisation massive de l'artillerie lourde fait des batailles de véritables boucheries. Les mitrailleuses fauchent un nombre considérable de soldats sur le No Man's Land. Les éclats d'obus, les grenades provoquent des entailles et orifices larges où les tissus sont déchirés, les muscles et les membres broyés, les visages détruits. Les conditions sanitaires et d'hygiène des soldats dans les tranchées aggravent l'état des blessures. Les plaies sont très infectées. Elles sont le plus souvent aggravées par le tétanos ou d'autres maladies. Les chairs gangrènent très vite. L'engin explosa juste en avant de la tranchée. Une explosion sèche qui n'avait rien à voir avec celle des obus. Immédiatement, un nuage jaunâtre commença à s'élever, et poussé par une petite bise de nord, à s'approcher des Français. Il y eut un vent de panique le long du paraquet. Les gaz! Alerte au gaz! Distribuez les masques! L'utilisation de nouvelles armes comme les gaz moutarde utilisés pour la première fois à Ypres en 1915 désarme les médecins. Que faire face aux soldats qui suffoquent, les poumons brûlés, qui deviennent aveugles? Quel traitement donner face à des souffrances jusqu'alors méconnues? Le masque à gaz va prémunir les soldats de ces désagréments parfois peu efficacement. Les médecins vont devoir faire face aussi à des maux plus curieux comme l'obusite. C'est un syndrome post-traumatique. Le soldat est pris de tremblements, ne maîtrise plus ses gestes, ses membres. Il peut aussi rester muet ou prostré. Cette névrose de guerre est liée au bombardement incessant. Au départ, les soldats atteints par ce mal ne sont pas pris au sérieux. Ils sont souvent traités de lâches ou simulateurs. Le traitement de cette nervosité de guerre fut surtout de renvoyer les hommes au front. Le service des armées a été très vite débordé face au grand nombre de blessés. À chaque bataille, un flot de blessés se déverse à l'arrière du front. Maurice Genevoix, dans son ouvrage Ceux de 14, raconte: Des voitures de blessés passent, il y en a qui agonisent. Des blessés à pied maintenant, qui se traînent, à moitié couchés sur leurs béquilles, ou s'appuyant de tout leur poids sur deux bâtons. Un aumônier les accompagne, il plaisante, il rit, pour essayer de leur donner confiance et courage. Environ la moitié des 8 millions de soldats français envoyés sur le front séjournent un moment ou un autre dans un hôpital militaire. L'ensemble du système de transfert des blessés s'est perfectionné pendant la guerre. Dès le début du conflit, on a compris qu'il fallait des médecins et des brancardiers sur le front et qu'une chaîne d'évacuation était nécessaire. La rapidité de la prise en charge était donc déterminante. Les soldats blessés sur le champ de bataille sont pris en charge par un brancardier de tranchée. Ce n'était pas chose facile dans un terrain rendu chaotique par l'artillerie lourde. Il leur fallait aussi traverser les lignes de tranchées. Une fois extraits du champ de bataille, les soldats étaient triés en fonction de la gravité de leurs blessures. Parfois, ils ne sont pas transportables et sont alors soignés dans des hôpitaux de l'avant sur le front. À Albert, ville située à 2 km du front, l'hôpital et des pensions de jeunes filles étaient réquisitionnés par l'armée pour y recevoir les blessés, en particulier lors de la bataille de la Somme en 1916. Ce peut être aussi des églises, des villes et villages du front qui sont utilisés dans l'urgence, comme on le voit ici dans le film de François Duperron, La Chambre des officiers. Certains blessés sont envoyés dans un hôpital de campagne. Georges Duhamel, célèbre chirurgien et écrivain, nous raconte dans son ouvrage Civilisation, écrit pendant la Première Guerre, son expérience dans l'hôpital de campagne installé sur le plateau d'Étinan, à la côte 80, près de Bray-sur-Somme. Il y avait une route.
celle d'Albert, usée, creusée, surmenée par la besogne. Elle charriait le flot incessant des blessés. Au bord de la route se dressait la ville des tentes. En derrière des tentes, un cimetière. Les blessés affluèrent toute la nuit. Nous les faisions pénétrer dans la grande tente. Les blessés qui pouvaient marcher étaient introduits à la file dans une sorte de couloir. De l'autre côté de la tente, le spectacle était tout différent. Les blessés étaient tous couchés et grièvement atteints, rangés côte à côte sur le sol rugueux. Ils formaient une mosaïque de souffrances, teintes aux couleurs de la guerre, fange et sang empuantis des odeurs de la guerre, bruissantes des cris, des lamentations qui sont la voix même de la guerre. Les soldats transportables se rendaient dans les hôpitaux d'une ville à l'arrière. L'évacuation va être améliorée. Le transport par chevaux est remplacé par les ambulances automobiles ou les trains sanitaires plus rapides. Dans la Somme, les blessés étaient évacués aussi par péniche hôpital sur le canal de la Somme. Les soldats sont embarqués sur la péniche puis sont déposés sur des lits alignés dans les cales. On y trouve également une salle d'opération. À Cerisy-Gailly, situé à une quinzaine de kilomètres du front le long du canal, se trouvait un hôpital d'évacuation. Des baraquements en dur y étaient installés pour recevoir les malades qui sont triés de nouveau pour un éventuel transport vers Amiens. Ils y étaient débarqués à hauteur du port d'Amont. Dans les villes de l'arrière, les hôpitaux locaux ne suffisent pas. À Amiens, 35 hôpitaux temporaires ont été installés dans les collèges, lycées, au tribunal également et dans le cloître des actuelles archives départementales. À Compiègne, le palais impérial est transformé en hôpital temporaire jusqu'en 1917. Au début de la guerre, le traitement des patients était plutôt archaïque. Pour limiter l'infection des blessures aboutissant le plus souvent à l'amputation, voire à la mort, il est important de traiter le malade au plus vite. Les ambulances spécialisées très mobiles apparaissent. Ce sont les ambulances chirurgicales automobiles, appelées également autochir. Elles opèrent des blessés présentant une extrême urgence. La chirurgie de guerre va faire des progrès considérables durant le conflit. Le chirurgien va s'entourer d'équipes spécialisées, notamment en bactériologie, anesthésie et radiologie. Les plaies sont souvent infectées par des corps étrangers comme des débris vestimentaires, des éclats d'obus. Il est donc important de les désinfecter. Des antiseptiques font leur apparition. Le plus connu est la solution mise au point par Carrel et Daquin en 1914. D'importants efforts sont réalisés aussi sur la stérilisation du matériel de chirurgie. L'anesthésie est inexistante sur le front au début du conflit. À partir de 1915, le chirurgien est aidé d'un anesthésiste. Le chloroforme est le produit le plus utilisé, remplacé par l'éther. Pour faciliter le diagnostic des chirurgiens, Marie Curie et sa fille Irène installent des machines à rayons X tout au long du front. Cette technique n'avait jamais été utilisée à si grande échelle. Marie Curie fera également équiper des camions d'appareils radiologiques surnommés les Petites Curies. La radiologie offre de précieux renseignements aux chirurgiens sur le type de fracture, la position des fragments osseux ou des balles et des éclats d'obus. Là encore, beaucoup d'amputations vont pouvoir être évitées. La chirurgie ne va pas seulement soigner. Elle va aussi devoir réparer. Près de 500 000 soldats sont blessés au visage, soit 10% à 14% des soldats. La chirurgie maxillofaciale va donc faire son apparition pour tenter de donner un visage humain à ces hommes surnommés les gueules cassées. Les deux premiers centres spécialisés sont l'hôpital Lariboisière et celui du Val-de-Grâce à Paris. Quand le recours à la greffe n'était pas suffisant, le dernier espoir pour ces gueules cassées était la prothèse.
Il existait des prothèses des yeux. Le faux œil était placé sous la paupière. La prothèse nasale consistait à la pose d'un faux nez suspendu par des lunettes. Les prothèses sont aussi utilisées pour remplacer un membre disparu. Cet appareillage permet aussi aux mutilés de la guerre très nombreux de retrouver une activité lors de son retour à la vie civile. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le rôle des nombreuses infirmières qui se sont adaptées à toutes ces nouveautés techniques et qui ont apporté un soutien moral nécessaire à la guérison des soldats.